C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond, quand même, de manipulation, pour faire croire à cette opinion publique que le danger, en réalité, venait d'Irak et qu'il fallait donc punir ce régime. Bonsoir, Mohamed Sifawi, vous êtes journaliste en presse écrite, en télévision, vous avez aussi publié des livres. La France malade de l'islamisme, Mes frères assassins, comment j'ai infiltré une cellule d'Al-Qaïda. Et aujourd'hui, toujours aux éditions du Cherche Midi, sur les traces de Ben Laden, le jeu trouble des Américains. Alors la question est simple, c'est où est donc passé Oussama Ben Laden? Alors d'abord, on nous a dit que Ben Laden se cachait dans ces fameuses grottes de Tora Bora. Alors à la télévision, sur LCI, on voyait des coupes comme ça, de la montagne, avec à l'intérieur tout était creux. Il y avait des escaliers, des ascenseurs, enfin c'était super. Oui, mais en fait, ça ressemblait un peu au Docteur No dans James Bond. On les voyait sur LCI, mais ce n'était pas des images de LCI, c'était les images préparées par des propagandistes du Pentagone, que les télés françaises ont naïvement... Alors on voyait, vous vous souvenez, des espèces de bunkers comme ça, ultra sophistiqués, tout à fait. Avec des armatures qui empêchaient les bombes de pénétrer. On est allé là-bas, je dis. Vous y êtes allé, oui, alors? Je suis allé avec un collègue. Et ce qu'on a vu sur place n'a absolument rien à voir, mais absolument rien à voir. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu. Ce sont des grottes tout à fait simples et parfois ou creusées par la main de l'homme ou naturelles, mais qui n'avaient absolument rien d'extraordinaire. En tout cas, c'était très loin de ce que les Américains nous décrivaient, ces espèces de bunkers avec entourés d'une couche de béton et que seuls des missiles spécialement conçus pouvaient perforer. C'était tout à fait loin de tout ça. Donc, première chose, il n'était pas là-dedans. Enfin, en tous les cas, c'était pas capable de le protéger. Ensuite, toujours pour le capturer, il y a eu la fameuse opération Anaconda, qui est devenue ensuite l'opération Condor. Et vous dites dans votre bouquin qu'on a surtout tué des civils, en fait. Oui, il y a eu des dérapages, des dérives assez graves de la part de l'armée américaine en Afghanistan. Et donc, ce que j'ai pu constater sur place, et je n'ai pas été le seul, c'est qu'il y a aujourd'hui un rejet total de la base afghane par rapport à tout ce que les Américains nous racontent, démocratie, tout ça pour eux, ce sont des mots qui ne veulent absolument rien dire. Pour eux, la démocratie, ils la vivent. Ils ont une certaine forme de démocratie, c'est ce qu'ils appellent la Luya Jirga, c'est-à-dire une réunion entre les chefs de tribus qui, d'une manière ou d'une autre, autour d'un débat, autour d'une tasse de thé, décident de l'avenir de telle ou de telle autre tribu. Alors, la thèse principale de votre bouquin, Mohamed Sifawi, on finit par se demander, dites-vous, si les Américains ne font pas exprès de ne pas attraper Ben Laden et gardent pas son arrestation pour les élections présidentielles américaines en novembre 2004. Pour vous dire vrai, et je crois qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler ici, je ne suis pas un partisan de la thèse du complot, il faut le préciser. J'ai bien délimité les responsabilités des islamistes et depuis déjà plusieurs années. Néanmoins, il y a des choses qui me posaient un certain nombre de questions. Et je prendrai deux cas en particulier. La première, l'arrestation de Ramzi Ben Shaïba, celui qui devait être le 20e pirate de l'air du 11 septembre, qui a été arrêté curieusement le 11 septembre 2002, c'est-à-dire une année, jour pour jour, après les attentats de New York et de Washington. Vous savez, je ne crois pas vraiment qu'il existe de hasard et de coïncidence en politique et en géostratégie. Deuxième fait, c'est l'arrestation de Khaled Sheikh Mohammed, celui considéré comme le numéro 3 d'Al-Qaïda. Il a été arrêté le 1er mars 2003, à quelques jours d'un vote qui devait, d'une résolution de la guerre en Irak, et 3 semaines avant le début des hostilités en Irak. C'était aussi un moment où George Bush avait besoin du soutien de son opinion publique. Donc ce que vous voulez dire, donc ça veut dire que ces deux personnes ont été arrêtées à des moments stratégiques, donc ce que vous supposez d'une certaine façon, c'est que les Américains savaient où ils étaient, ils les avaient logés, comme on dit dans la police, et en fait ils ont attendu la date utile pour aller les arrêter. Pour moi, en ce qui concerne ces deux cas que sont celui de Ramzi, l'arrestation de Ramzi Ben Shaïba et de Khaled Sheikh Mohammed, ils ont attendu le moment voulu pour agir. Ça rentre dans le cadre de calculs politiciens extrêmement étroits, étriqués, mais dangereux surtout. Au niveau des calculs, donc, évidemment, on peut penser qu'ils savent où est Ben Laden, mais qu'ils attendront les élections américaines pour l'arrêter. Et en tous les cas, une chose que vous dites dans votre bouquin, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter avant l'intervention en Irak,
puisque la plupart des Américains, du peuple américain, sont convaincus que les gens qui ont fait les attentats du 11 septembre au World Trade Center sont des Irakiens. Ils n'ont pas compris la différence, ils pensent que c'est lié. Donc si on arrêtait Ben Laden avant d'intervenir en Irak, c'était saugrenu du point de vue américain. Moi, je pense qu'effectivement, la population, l'opinion américaine a été extrêmement manipulée dans cette histoire. Et George W. Bush avait besoin du soutien de cette opinion publique. Et donc, l'arrestation d'Oussama Ben Laden aurait, disons, suscité dans l'esprit ou le subconscient collectif la victoire sur le terrorisme. Oui. Et ils ont joué sur une sorte d'amalgame autour du 11 septembre, sur Oussama Ben Laden, le régime irakien, vous vous rappelez, ces histoires de rencontres, soi-disant, entre services secrets irakiens et Oussama Ben Laden ou Mohamed Atta, le chef du commando, et ainsi de suite. Donc ils nous ont raconté pas mal d'histoires à ce sujet. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des sondages réalisés aux États-Unis, quelques jours avant le début de la guerre en Irak. Un Américain sur deux, tenez-vous bien, croyait que les 19 pirates du 11 septembre étaient tous irakiens. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond, quand même, de manipulation, pour faire croire à cette opinion publique que le danger, en réalité, venait d'Irak et qu'il fallait donc punir ce régime, qui est un régime dictatorial, forcément, on le sait. C'est le système américain, même dans l'éducation, c'est comme ça, il n'y a pas que dans les médias. On nous apprend que les Américains sont les sauveurs du monde et ils sont étonnés que quand il y a des problèmes, il y a des gens qui se retournent contre eux. Ils pensent qu'ils sauvent l'Afrique, même Moi, je parlais avec 2-3 Américains où ils sont stupéfaits de la réaction qu'il peut y avoir à leur rencontre. Ils sont pas conscients, du truc. Alors, quand on vous dit mais il est peut-être mort, Ben Laden, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas arrêté, vous dites non, parce que s'il était mort, ils en auraient fait un martyr, évidemment. C'est-à-dire qu'ils auraient montré ses funérailles, évidemment. Écoutez, ça fait 2 semaines à peu près, il y a une information qui est passée totalement inaperçue. Le chef de la Légion arabe en Tchétchénie a été tué dans des conditions que l'on ignore aujourd'hui. Le jour de sa mort, cette information a été rendue publique par ses propres compagnons. Le jour où le commandant Khattab, le prédécesseur de ce chef de la Légion arabe en Tchétchénie, a été tué, sa mort a été filmée, rendue publique, et son enterrement a été filmé et rendu public par des sites islamistes. Pourquoi ? Pour les islamistes, c'est très important de rendre public ce genre de mort, la mort du chef, le martyr, le symbole, qui va non pas affaiblir les troupes, bien au contraire, parce qu'on n'est pas dans une culture occidentale où il y a une stratégie, il faut cacher ceci, cette information, parce que ça risque d'être préjudiciable. Au contraire, dans leur idéologie, il faut rendre public ce genre d'informations parce que ça galvanise les troupes. Parce que le malheur est moteur, quoi. Absolument. Pour eux, le malheur est moteur d'une... Voyez, par exemple, après l'assassinat du Cheikh Yassine en Palestine, comment ils sortent, ils crient vengeance. Ils essayent de passer à l'acte. Ce n'est pas du bluff, les islamistes ne bluffent pas. Et quand ils peuvent, ils tentent de passer à l'acte. Donc Ben Laden pas mort. Ben Laden, je ne crois pas qu'il soit mort. Alors, où est-il ? Et vous dites qu'il est au Waziristan. Voilà, alors ça, le Waziristan. Je connaissais le Pakistan, l'Afghanistan, les zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont des zones non contrôlées, disons. Mais le Waziristan, c'est où ? Le Waziristan, c'est une région tribale qui se situe entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est dans les zones tribales, quoi. C'est une des zones tribales. Une des zones tribales, il y a 7 zones tribales qui sont peuplées par ce qu'on appelle les Pashtuns, donc une ethnie qui est à la fois parfois côté pakistanais, parfois côté afghan. Et le Waziristan est une région qui est particulière parce que c'est la région où l'idéologie islamiste est la mieux ancrée, j'allais dire, et où les gens sont très influencés et très, très proches de cette idéologie, où Oussama Ben Laden est considéré comme un demi-dieu. Et vous y êtes allé au Waziristan ? On est allé aux portes du Waziristan. C'est-à-dire que lorsqu'on a voulu aller, comme par hasard, habituellement, toutes les zones tribales sont fermées aux étrangers, principalement aux journalistes. Alors, quand on a voulu aller, je suis parti, comme ça, faire un peu le naïf auprès d'une autorité locale, les représentants du ministère de l'Intérieur pakistanais à Peshawar, et je leur ai dit, je veux aller dans les zones tribales. Ils m'ont dit, pas de problème, allez-y. Et vous voulez aller où exactement ? J'ai dit, au Waziristan. Ils m'ont dit non, vous pouvez aller partout sauf au Waziristan. Alors j'ai dit pourquoi ? Le responsable qui m'a répondu m'a dit non, parce qu'il y a un conflit entre 2 tribus, ça serait dangereux pour vous. J'ai dit écoutez, je vous signe ce que vous voulez, une décharge, je prends mes responsabilités, je suis un adulte, je suis journaliste, je veux y aller. Et en fait j'ai insisté, il ne voulait absolument rien savoir.
Et à ce moment-là, je l'ai un peu provoqué. J'ai dit pourquoi il y a Oussama Ben Laden qui se cache là-bas. Et là, il m'a foutu dehors. Ah ouais. Donc, bon, c'est un indice parmi d'autres. Mais disons que j'ai une certaine rigueur qui ne me permet pas de tirer des conclusions à la suite d'un tel incident qui est banal. Alors, on a pris la décision, avec mon collègue Manolo Darthuis, de nous rendre avec nos 2 guides au Waziristan. Donc on a passé plusieurs barrages. On est arrivé au port du Waziristan et là, la route nous a été carrément barrée. À 10 km de Miranshah, donc. Miranshah, vous pensez que c'est là où il se cache? Écoutez, c'est là où sa présence nous a été signalée par plusieurs sources. J'ai discuté avec un colonel des services secrets pakistanais, avec des islamistes, avec des responsables d'écoles coraniques et dans plusieurs régions du Pakistan. Et toutes les informations corroborées, toutes les informations recoupaient que la présence d'Oussama Ben Laden pouvait plus ou moins être, disons, on pouvait le dire avec une quasi-certitude au Waziristan. Et à Miranshah, plus précisément. Et Miranshah centre ou Miranshah chantier? Non, c'est juste dans le 9-3 de Miranshah. Donc, bon... Donc vous, à ce moment-là, vous êtes obligé de rebrousser chemin. Quand vous arrivez à 10 km de Miranshah, vous êtes obligé de rebrousser chemin. On nous a empêchés d'aller plus loin. Ouais. Alors bon, on est rentré. Mon enquête sur place s'est terminée au mois d'août. On est rentré quelques jours plus tard. Et 3 semaines après la fin de notre présence au Pakistan, il y a un fait qui m'a conforté dans mes convictions, c'est qu'il y a eu une opération qui a eu lieu à l'endroit même où on nous avait... Une opération des Américains? Des Pakistanais qui ont tué une dizaine de membres d'Al-Qaïda. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait... Le 11 septembre 2003, souvenez-vous, Oussama Ben Laden a rendu public une cassette où on le voyait gravir une montagne à côté de Ayman Zawahiri, le numéro 2 de l'organisation terroriste. Et là, c'est pas que je sois un expert en topographie ou en quoi que ce soit, mais l'endroit me rappelait un petit peu ce que j'avais vu au Waziristan. Et donc j'ai appelé des sources pakistanaises qui m'ont confirmé que c'était bien au Waziristan. Alors sur ce point, les autorités pakistanaises sont restées muettes. Jusqu'au mois de décembre, où ils ont avoué eux-mêmes que la cassette qui a été rendue publique le 11 septembre 2003 a été bel et bien tournée au Waziristan. En fait, ce que vous dites, vous, c'est qu'il est au Waziristan, bien au chaud, en attendant les élections américaines. Moi, je dis qu'il est encerclé. Et aujourd'hui, comment je peux le dire? J'ai travaillé sur la base d'une carte géographique, sur la base d'informations avérées, sur la présence de forces spéciales américaines et pakistanaises dans des villages, dans des régions bien précises, à la fois côté afghan et côté pakistanais. Sur la base de cette carte géographique, j'ai tracé, en fait... J'ai coché, et je m'aperçois qu'il y a en fait un cercle, quelque chose qui ressemble. Oussama Ben Laden est pour moi aujourd'hui encerclé depuis près d'une année, et donc tous ces gestes sont contrôlés, il ne peut pas bouger énormément. Et je vais vous dire une chose, ça, je vais le dire ici, parce que je ne l'ai pas dit ailleurs, mais je vais le dire ici. Ça fait un mois à peu près, j'ai été contacté, à ma grande surprise, par quelqu'un qui est dans l'équipe de campagne de John Kerry. Et il m'a fait savoir que John Kerry, ou du moins son entourage, avait les mêmes informations et qu'ils étaient en train de contacter tous ceux qui avaient enquêté sur cette affaire à travers le monde pour recueillir le maximum d'informations et révéler cette affaire à l'opinion publique américaine. Parce que ça serait très grave si... Moi, je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais je dis que j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes et des doutes qui sont confirmés et confortés de jour après jour. Donc, si John Kerry s'intéresse à cette histoire, c'est que c'est sérieux. Et si c'est sérieux, il faut que ça sorte. Et si ça sort, il faut de toute manière, pour diverses raisons, pas pour ça, mais honnêtement, il faut que George Bush ne soit pas réélu. Oui, c'est ça. Je ne suis pas américain, c'est pas ce qui mon vous problème, inquiète, en fait. Ce qui vous inquiète, c'est ça. Pour le bien du monde entier, pour le bien de cette planète, il y a, et je le dis à la fin de mon livre, il y a Oussama Ben Laden, ça serait bien qu'il disparaisse. Il y a George Bush, ça serait bien qu'il ne soit pas réélu. Il y a Ariel Sharon aussi, il ne faut pas qu'il soit réélu. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont en train de jouer avec l'avenir de la planète. Donc,
Il appartient dans les démocraties, comme c'est le cas aux États-Unis, à chaque électeur américain de prendre la décision en son âme et conscience. Ce que vous dites en fait, Mohamed Sifawi, c'est qu'il ne faut pas laisser à George Bush la possibilité d'être réélu en sortant de son chapeau au dernier moment, à 15 jours des élections. Déjà, Oussama Ben Laden. Par principe, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de la planète entière, qu'il est en train de se... Passez-moi l'expression, se foutre de notre gueule à tous, d'une part, mais d'autre part, idéologiquement, c'est lui et son équipe, ce sont des gens dangereux. Ils véhiculent une idéologie fasciste. Je suis désolé, ce sont des intégristes. Alors je ne peux pas, en tant que musulman, dénoncer les musulmans intégristes et laisser de côté les intégristes juifs ou chrétiens. Je suis désolé, il faut aujourd'hui, il y a une montée des extrémismes partout, il y a un retour acharné vers la religion. Il appartient à tout le monde de dénoncer ces fascistes, c'est une autre forme de fascisme, il faut les dénoncer ces gens-là, tous comme ils sont. Je ne mettrai pas naturellement sur un pied d'égalité George Bush et Oussama Ben Laden, parce que ce sont deux fascistes différents. Mais, toute proportion gardée, il reste que ce sont quand même deux fascistes. Ouais. Anthony Delon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous pensez que c'est plausible, cette idée que finalement les Américains sauraient où est Oussama Ben Laden et qu'ils le gardent en réserve pour les élections, en fait? Moi, je pense qu'effectivement, ils doivent savoir dans quelle région se trouve Ben Laden, mais entre savoir où il est et aller le chercher, il y a un grand pas. Et en plus, les Américains, ils ne sont pas bons sur ce genre de terrain-là. D'ailleurs, quand il y a eu l'opération menée la dernière fois, soi-disant, il y avait le numéro 2 d'Al-Qaïda, ils se sont cassés les dents, ils ne l'ont pas attrapé, ils ont attrapé 10 malheureux islamistes, terroristes, et l'autre, il s'est tiré. Ils ne savent pas, c'est comme en Afrique, En Somalie. En Somalie. Oui, ils sont partis Ils ne sont pas doués pour ça. Les Américains, ils arrivent avec la grosse artillerie, ils bombardent tout le monde, ils explosent tout, c'est fini. Donc là, je pense qu'effectivement, ils savent dans quelle région se trouve Ben Laden, mais ils ne peuvent pas aller le chercher. Vous pensez ça? Vous pensez qu'au Waziristan... Comme au Vietnam et comme ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Ils sont complètement débordés. Mohamed, vous pensez qu'ils ne peuvent pas aller le chercher au Waziristan? Je pense qu'Oussama Ben Laden, s'il est arrêté, d'abord, ça sera une opération des forces spéciales. Deux, il y aura une complicité à l'intérieur même des zones tribales. Donc je pense qu'ils seront assez malins pour composer avec les deux éléments, c'est-à-dire une complicité à l'intérieur même des zones tribales qui va leur faciliter l'accès, une opération des forces spéciales. Ceci étant, vous dites que la neutralisation d'Oussama Ben Laden n'amènera évidemment pas et malheureusement pas la fin du terrorisme. Vous dites que c'est une idéologie fasciste, criminelle, raciste, xénophobe, antisémite à combattre comme l'idéologie nazie. Et tac. Ah oui. Je pense qu'il appartient aux musulmans, d'abord, et aux non-musulmans ensuite, parce que c'est le combat de tout le monde, d'éviter ces pièges dans lesquels on essaye de nous faire tomber tous. C'est cette notion de guerre de civilisation, de guerre de religion. Il n'existe pas de guerre de religion. Ce qu'il existe aujourd'hui, c'est une guerre, parce qu'elle est là, il faut la voir. Eux le savent, c'est-à-dire les islamistes savent qu'il y a une guerre, nous on l'ignore encore. Ce que vous appelez peut-être. le djihad planétaire, quoi. Le djihad planétaire est bel et bien là. Il faut aujourd'hui qu'on sache que ce n'est pas une guerre qui oppose des musulmans à des non-musulmans, mais à des fascistes, à des gens qui rejettent et qui condamnent le fascisme. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre l'islamisme et les musulmans. Ouais. C'est surtout Le problème, c'est qu'on entend peu de voix comme la vôtre, Mohamed Sifawi. C'est vrai que souvent les musulmans n'interviennent pas dans le débat public pour marquer leurs différences. Vous savez, je suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, c'est pas ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez invité. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui dénoncent ce fascisme et qui ne sont invités nulle part. On ne leur donne pas la parole. Donc, naturellement, connaissant la puissance des médias, si on ne donne pas la parole aux musulmans, naturellement, personne ne le saura. Moi, je vais vous dire une chose, si vous permettez. Je suis et je vais, si vous me le permettez, sauter sur l'occasion de ma présence ici pour dire que je veux lancer un appel à tous les musulmans de France pour organiser une marche, pour dénoncer l'islamisme et le terrorisme. Et je dis bien l'islamisme et le terrorisme. C'est un appel qui est lancé aux musulmans, mais aussi à tous les non-musulmans qui adhèrent à ce combat. Et qui adhèrent à l'idée que, effectivement, la guerre en Irak a été une erreur qui alimente le terrorisme. Que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient est une gravissime erreur qui alimente le terrorisme islamiste. Tous ceux qui adhèrent à ces idées, je les invite à m'écrire à Marianne, parce que Marianne, le journal Marianne et Jean-François Kahn que vous receviez la semaine dernière ici même, est d'accord et partie prenante dans cette initiative. Et donc je suis en train de préparer, d'essayer de contacter des associations de musulmans et de non-musulmans pour
que justement la voix des musulmans soit visible et qu'on voit en France que beaucoup de musulmans dénoncent ce fascisme qu'est l'islamisme et qui feront tout pour se démarquer de cette idéologie. Et donc nous avons déjà, d'ailleurs dans cette veine, avec des amis, décidé d'organiser une rencontre internationale au mois de novembre contre ce que j'appelle, pour un Nuremberg, contre le fascisme islamiste. Et nous avons 300 signatures. Dans les 300 signatures, un tiers, dans les 300 premiers signataires, un tiers sont musulmans. Ouais. Donc, c'est vous dire que c'est vrai que nous sommes quelques-uns à être visibles dans cette dénonciation du terrorisme et de l'intégrisme, mais ce n'est pas parce que nous sommes quelques-uns à être visibles que nous sommes uniquement quelques-uns. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Mohamed Sifawi sur les traces de Ben Laden. Vous n'avez pas peur pour vous, non ? Non, j'ai peur pour tout le monde, parce que le terrorisme ne vise pas moi, il vise tout le monde aveuglément. Ouais. Est-ce que le fait de se taire me met forcément à l'abri d'un acte terroriste ? Ceux qui étaient dans les trains de Madrid n'avaient pas écrit de livre pour dénoncer le terrorisme, mais malheureusement... je ne pense pas qu'il faille penser en ces termes. Moi, je ne réfléchis pas à tout ça. Pour moi, et je le dis et je le répète, ils n'arriveront jamais à me terroriser. Ouais. C'est plus fort que moi, mais ils n'arriveront jamais à me terroriser parce que d'abord, ils frappent lâchement, et ce ne sont pas des lâches qui vont me faire peur, et d'autre part, ils sont dans un monde parallèle, ils sont dans une espèce de paranoïa collective qui les emmène vers des actes extrêmement graves, et moi je les dénonce. Ouais. C'est aussi simple que ça. Vous êtes protégé quand même ? Oui, je suis protégé, mais vous savez, je suis croyant aussi. Je suis croyant, et je pense que la mort de chacun d'entre nous est écrite quelque part, et quand ça doit arriver, ça arrivera par une maladie, par un accident de voiture, par un arrêt cardiaque, par une balle, par une bombe, par que sais-je. Donc, est-ce que le fait de se taire me donnerait beaucoup plus, beaucoup plus de fierté ? Non, je peux me regarder dans une glace et je me sens totalement libre, parce que s'autocensurer et, éviter de parler par peur, c'est en quelque sorte faire une concession pour sa liberté. Et moi, ma liberté, j'y tiens, donc je suis un homme libre, je veux rester un homme libre, je dis ce que je pense, et n'en déplaise, celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.